Bienvenue sur Un pas vers soi, un podcast qui te veut du bien pour faire chaque semaine une avancée vers soi-même et vers le mieux-être. Je m'appelle Chloé, je suis autrice indépendante depuis 2017, passionnée d'écriture et de développement personnel. Je me pose toujours plein de questions sur l'être avec un grand E, alors on en parle ici. Chaque semaine, prenons un moment de réflexion sur des sujets variés comme le bien-être, les émotions, la confiance en soi, la santé mentale, les sentiments et bien d'autres encore. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager ou à le commenter. Bonne écoute! Dans cet épisode, je voudrais aborder avec toi un sujet qui me tient très à cœur et qui, j'en suis certaine, concerne un grand nombre d'entre nous. Toi qui écoutes, tu as peut-être déjà prononcé cette phrase « En ce moment, je n'avance à rien dans ma vie » ou encore « J'ai l'impression de stagner » ou encore « Je fais un pas en avant et deux en arrière » mais aussi « Moi qui suis tout le temps en train de courir partout, ma vie en ce moment est d'un ennui mortel, il ne se passe rien ». Aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai très envie de dédiaboliser ces périodes creuses, ces instants de vie que l'on considère comme perdus, ces passages pourtant inévitables dans nos existences qui sont bien plus riches qu'on le croit. Parce que si en apparence il ne se passe pas grand-chose, ta vie poursuit tout de même son avancée avec tout ce que tu as semé jusque-là et avec tout ce que tu sèmes au quotidien. Aujourd'hui, j'ai envie de saupoudrer de paillettes ces tranches de vie que nous avons connues nombreuses et que nous connaîtrons encore nombreuses, mais que nous voyons d'un angle plutôt sombre, là où elles peuvent être davantage pourvues de lumière que nous le pensons. Il est vrai que ce n'est pas très agréable de sentir qu'une situation stagne malgré nos efforts, que malgré certaines décisions prises et les actes qui vont avec, notre situation semble rester figée. Cela peut être mal vécu, qu'un temps qui paraît suspendu, arrêté, prenne le dessus dans notre tête. Nous n'avons alors que ça en tête, on fixe notre attention sur ce négatif, ou tout du moins sur ce que nous considérons comme du négatif. On a l'impression que tout est contre nous. Le souci, c'est que cet état d'esprit demande beaucoup d'énergie. En effet, cela nous empêche de voir tout le positif, des solutions, entrevoir les réflexions, tirer parti en somme de ce temps de repos qui s'impose à nous comme une nécessité. Se focaliser sur ce laps de temps à l'arrêt mobilise notre être tout entier et nous maintient dans le ressassement, dans un marasme existentiel qui, en fin de compte, nous tire davantage vers le bas. C'est un véritable cercle vicieux. On va pas se mentir, les périodes creuses induisent un sentiment de déception, de frustration. Ça s'explique par le fait qu'elles nous mettent face à une réalité que nous n'aimons pas vraiment, que nous n'acceptons pas. Cela nous renvoie ce message que nous avons beaucoup de mal à admettre. Nous ne maîtrisons pas tout. On aura beau faire du mieux qu'on le peut, il est des circonstances qui nous échappent, des facteurs extérieurs que nous ne contrôlons pas, qui ne dépendent pas de nous, des éléments qui prendront leur place tout naturellement sur notre chemin, qu'on ait donné notre accord ou non. Pourtant, ces périodes où l'on estime que rien ne va, alors qu'en réalité les choses vont simplement au rythme auquel elles doivent aller, sont essentielles. Vraiment. Qu'il s'agisse d'une période de latence sur le plan professionnel, d'un creux sur le plan sentimental, d'une baisse d'activité sociale ou encore d'un moment off sur n'importe quel autre pan de la vie, comme par exemple un projet sur lequel on a bossé dur et pour lequel on attend des réponses qui ne viennent jamais, il est important d'accueillir tout cela dans un esprit davantage positif, même si je le conçois, râler ça fait du bien et se plaindre que ça n'avance pas et qu'on en a marre, eh bien ça fait du bien aussi. Dans cet épisode, tu l'auras compris, j'ai envie de t'aider à voir ces moments calmes d'un autre œil parce que je t'assure, ils ont pas mal à t'apporter et sûrement pas que du négatif. En réalité, je suis convaincue que tout ne peut pas être toujours dans une mouvance haute. La vie est faite de bas, de hauts, de moments forts et d'autres plus silencieux, plus endormis, plus modérés. Et d'ailleurs, heureusement, parce que nous ne tiendrions pas le rythme à être toujours dans le rush, dans le plus, toujours plus, tu sais. Je crois que nous finirions épuisés ou éternellement insatisfaits. C'est vrai, quel sens aurait notre vie si tout allait toujours dans le sens montant? Tu sais, quelle notion de la réjouissance, de la récompense ou du plaisir aurions-nous?
Les phases descendantes, je crois, font partie d'une logique de vie, vraiment. La seule chose, c'est que nous sommes dans une société où tout va très vite, où l'on peut tout avoir, dans une société abondante où tout peut être possible du jour au lendemain. Tu sais, je prends toujours exemple Amazon. Un clic et le lendemain, tu obtiens n'importe quoi, heu, sans bouger de chez toi. Moyennant finance évidemment, mais il faut rester conscient que la société de consommation nous habitue clairement à devenir de parfaits petits impatients. Depuis longtemps, nous avons compris, hein, que nous pouvions tout avoir et à cela s'ajoute, à mon sens, un autre détail crucial, pas des moindres, c'est qu'on ne sait pas s'ennuyer. Tout espace vide nous effraie. Il y a une écrivaine, Odile Chabriac, qui est autrice du livre Le petit éloge de l'ennui, qui explique dans son ouvrage que l'ennui, c'est l'espace dans lequel naît le questionnement. Je suis assez d'accord avec ce concept. Nos vies sont si intenses et si pleines que nous courons toujours après quelque chose. Tu sais, ça peut être de l'argent, euh, un logement, une plus grande maison, une plus belle maison, une plus belle voiture, un nouveau job, un nouveau réseau professionnel, des voyages, des opportunités, plus de satisfaction, plus d'émotions, plus de plaisir. Réellement, nous passons notre vie noyés par une recherche de plus. Mais tout ce mouvement, tout ce plus, c'est précisément ce qui nous donne l'impression d'être heureux, d'être sur le bon chemin, d'être vivant. Nous ne savons pas nous arrêter et attention, je ne blâme personne. Car moi, la première, j'ai traversé un paquet d'années durant lesquelles m'arrêter, c'était littéralement impossible. Vraiment, je me souviens, je ne savais pas être en pause. J'avais tout le temps un projet en cours. Je faisais tout pour masquer l'ennui, vraiment. Il y avait une peur du rien, une peur du vide, une peur d'une période creuse. Et au fil du temps et de quelques séances de psy, je me suis rendu compte que cette conduite, à toujours avoir une occupation ou un projet en cours, eh bien, ça relevait d'une stratégie d'évitement. Alors oui, c'est génial, hein, quand tu fais mille et une choses, tu suscites l'attention ou l'admiration, tu grappilles quelques éloges au passage, des félicitations, des compliments, tu remplis en fait, hein, ta coupe de satisfaction. Tu te confortes dans l'idée que c'est génial, que tu es génial, mais sur le moment seulement, sur l'instant T. Réellement, en fait, tu prends un shoot d'amour et de bonheur sur le coup et c'est tellement bon que tu vas tout faire pour te procurer la même sensation à nouveau dans le temps. Tu sais, un peu comme une drogue, tu vois? Je me souviens de personnes proches, ma mère en l'occurrence, qui me disait par téléphone, parce que nous habitons loin l'une de l'autre, elle me disait toujours que je m'arrêtais jamais. Enfin, au cours de nos conversations, elle me disait toujours: «Mais c'est quand que tu t'arrêtes?» Et comme avoir l'attention de ma mère, ça a été longtemps l'un de mes objectifs affectifs majeurs, eh bien pour moi, c'était banco. Donc sur la base de mon expérience personnelle, ce besoin de choses à accomplir à tout prix, et quoi qu'il advienne, ça relevait d'un problème de moi à moi. Ça fait hyper mégalo, hein, dit comme ça, mais je t'assure que c'est ça. Il y avait quelque chose là-dedans qui relevait davantage de santé mentale que d'un kiff ultime à faire tout plein de choses. Alors bien entendu, être très occupé, ça peut être bénéfique pour ce qui est de développer des connaissances, des compétences, pour améliorer sa culture générale, pour faire grandir son cercle social, pour remplir aussi, hein, sa vie dans le bon sens, la maintenir dans un bon rythme, hein. Je crois vraiment que ça peut aider à se sentir bien, à se sentir mieux, à se sentir utile et ça, c'est topissime pour l'estime de soi. En revanche, la surcharge d'activités en tout genre, eh bien, ça peut être la traduction, pardon, d'une stratégie d'évitement et clairement, ça a été mon cas. Ce que j'ai compris, c'est que ça n'est pas parce que tu es productive ou productif, que c'est par envie de produire quelque chose, purement et simplement. Parfois, il y a d'autres raisons de s'engager dans un projet, voire dans plusieurs à la fois. Et la raison numéro 1, c'est d'éviter d'affronter certains problèmes ou certains traumas. Alors dans mon cas, c'était des traumas, non résolus, mais je n'avais pas du tout une vie problématique, hein, bien au contraire. Seulement en déterrant le passé, eh bien, je trouvais
des douleurs que j'avais laissées moisir à l'intérieur de moi. Une psychothérapeute d'ailleurs du nom de Sarah Kuburik, si tu veux regarder son compte sur Instagram, c'est super intéressant. Bon, c'est tout en anglais, mais c'est hyper intéressant. Elle a posté sur son compte Insta quelques raisons qui se rattacheraient à la stratégie d'évitement. Ça peut être donc le besoin de prouver ce qu'on vaut, ou le besoin de faire taire des sentiments peu agréables. Elle évoque même dans un autre post, un peu plus loin, hein, je sais que je suis tombée dessus vraiment en scrollant assez loin, sur son compte Insta. Elle évoque donc dans un autre post que la stratégie d'évitement s'associe fréquemment à la nécessité d'un emploi du temps constamment rempli, à la nécessité de trop travailler, au même titre que la nécessité de boire pour oublier. Je ne sais pas si tu arrives à faire le parallèle, donc il y a quelque chose quand même d'une certaine gravité là-dedans. Et malheureusement, ce n'est pas sans conséquence, car si ça te permet à toi de refouler des émotions, en réalité, ce qui se passe, c'est que ça entraîne une dangereuse accumulation d'émotions au fil du temps qui vont se traduire par de la frustration, par de l'isolement ou par une mauvaise estime de toi. Donc, au lieu de te dire je suis génial, j'ai réussi à faire tout ça, eh bien tu te diras je suis vraiment nul, je foire tout ce que je fais ou encore tout ce que je fais ne mène à rien. Tu vois, c'est complètement contre-productif, quoi. Évidemment, je ne peux que t'encourager à te faire accompagner, si jamais tu te reconnais dans mes propos, parce que creuser et identifier les raisons qui te poussent à cette stratégie de l'évitement, c'est vraiment la garantie d'un mieux-être à venir. Ça peut que te faire du bien, en fait, et t'aider à aller mieux. Du coup, tu l'auras compris, les périodes creuses, eh bien, ça fait peur à un grand nombre de personnes. Elles angoissent, en fait, hein, tout simplement parce qu'elles sont le symbole du vide. Donc elles sont la hantise des adeptes de l'évitement, des impatients, des anxieux. Pourtant, je reste profondément convaincue que les périodes calmes, eh bien, elles ont beaucoup à nous offrir. En premier lieu, elles sont une merveilleuse occasion de faire le point. Par exemple, tu peux te questionner, «Qu'ai-je accompli? Que souhaiterais-je accomplir? Est-ce que je suis satisfait de moi? Si oui, pour quelle raison? Et sinon, pour quelle raison? Comment est-ce que je peux mettre en place mes projets futurs? Est-ce que je veux reprendre des études, changer de travail, changer de lieu de vie, voyager, renverser complètement ma vie? Peu importe ce que c'est, hein, une période où tu as l'impression que rien ne bouge, que tout stagne ou pire, que tu recules, eh bien, c'est le moment parfait pour faire un petit bilan perso. En second lieu, les périodes creuses, c'est l'occasion de se reposer. Alors, c'est complètement OK de ne rien faire, hein. C'est vrai qu'on est dans une société où on diabolise les gens qui font rien. C'est toujours très, très mal vu de ne rien faire. Il y a cette espèce de culture de faire plus, faire plus, faire plus. Mais ne rien faire, eh bien, ça ne fait pas et ça ne fera jamais de toi une mauvaise personne. Tu as le droit de traverser des phases où tu ne souhaites pas remplir ton agenda ni ta vie, des phases où tu as juste besoin de prendre soin de toi, de dormir plus, manger mieux, lire, peindre, écouter de la musique, te mettre sur un carré de terre et ne pas bouger pendant 3 heures, ou ce que tu veux d'autre. Ne rien faire, eh bien c'est déjà faire quelque chose et ça recharge les batteries formidablement bien. En troisième lieu, les périodes de creux sont une opportunité géniale pour se reconnecter à son soi créatif. Que tu sois, un amoureux de la cuisine, un écrivain, un artiste en tout genre, musicien, peintre, sculpteur, chanteur, peu importe, traverser une période calme, c'est idéal pour renouer avec ton art, avec ton génie, avec ta lumière, avec cette étincelle qui un jour t'a poussé dans cette voie. Ne rien faire et accepter qu'on se «contente», hein, entre guillemets, d'aller au travail, de rentrer chez soi, de manger, dormir et de recommencer le lendemain sans aucune autre obligation à côté, eh bien, c'est fabuleux pour laisser la créativité te faire les yeux doux. Sois bien attentif et réceptif si tu es un créatif et que tu traverses une période avide. Ensuite, les périodes où rien n'avance, eh bien, c'est aussi l'occasion de mettre de l'ordre dans sa vie. Peut-être que tu as oublié certains papiers à renvoyer, peut-être qu'un coup de fil important, était à donner et que tu ne l'as pas fait, peut-être qu'il y a un dossier pro ou perso sur lequel tu voulais te pencher depuis longtemps sans trouver le temps. Eh bien, profite de ce moment d'accalmie pour te mettre
à jour des petites choses en retard pour éviter que ça devienne des choses énormes en retard. Et puis, les périodes où rien ne se passe, eh bien, c'est aussi l'occasion d'aller à la recherche de nouveaux centres d'intérêt. Par exemple, tu te souviens sûrement, dans ta jeunesse de cette passion que tu avais pour la philo alors que tu étais dans une filière commerce. Tu t'es toujours dit, «Un jour je m'intéresserai de plus près à ce domaine», ce qui provoquait certainement l'hilarité de tes proches. Puis tu as mis de côté ce petit truc qui te plaisait bien. Eh bien, et si tu profitais de cette période creuse pour te rapprocher de ce centre d'intérêt? Je te dis la philo, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. La couture, t'inscrire à un club de randonnée, créer un blog de cuisine, t'intéresser à l'investissement immobilier, réfléchir à l'écriture d'un livre, lis des ouvrages sur le sujet, cherche sur Internet, demande conseil à des gens qui sont déjà passés par là, sans chercher à remplir forcément ton agenda, alors que tu traverses cette période creuse, bien sûr, mais je veux dire par là que tu peux profiter de ce moment pour poser les bases et te connecter doucement, tranquillement à un nouveau centre d'intérêt. En fait, ça te permet de t'occuper sans trop te noyer et ça t'empêche de gamberger en attendant que ta situation se débloque. Donc c'est vraiment un peu un trompe l'esprit, mais dans le sens, dans le sens astucieux. Dans tous les cas, je crois que la conduite, la plus sympa à tenir quand tu as l'impression que ta vie traverse un ralenti qui n'est pas habituel, c'est de ne surtout pas te coller une pression inutile. Parfois, il est bon de regarder la situation avec détachement, en se disant que rien n'est figé et que ta vie a le droit de prendre une petite pause, elle aussi. Nul doute que tout reprendra un rythme plus dense lorsque ce sera le moment. Prends soin de toi et à la semaine prochaine pour faire un nouveau pas vers soi.